Donc il va y avoir comme deux moments très différents. Il y en a un qui est vraiment une introduction à des choses qui peuvent vous intéresser beaucoup par rapport à l'intertextualité et tout ça, mais ça c'est très panoramique et initial. Et puis après, quelque chose que je connais mieux parce que je l'ai déjà étudié, Hunger Games, et je vais me consacrer à une question plus concrète, et c'est ça le nouveau titre, What's in a Name? Petite archéologie intertextuelle de Panem. Donc ça va être plus centré sur cet aspect-là. Bien, c'est une banalité de dire qu'un livre renvoie à tous les autres, que chaque livre porte en lui la mémoire et l'écho de tous ceux qui l'ont précédé, sous toutes les formes de la citation, de la réminiscence, de l'emprunt, de l'allusion. Écrivait en 1999 Henri Mitterrand dans un texte fondamental mais trop peu cité dans le gigantesque capharnaüm des débats sur l'intertextualité, à moins que ce ne soit plutôt un colossal gloubi-boulga, ce mets imaginaire préféré à toute autre chose par le dinosaure Casimir, totem et emblème de l'île aux enfants, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et je pense qu'on est les seuls ici à pouvoir apprécier cette citation. Mais bon, il fallait absolument rendre hommage à Casimir et à son gloubi-boulga. Intertexte, donc le grand texte de Henri Mitterrand auquel je fais allusion, est un petit article. Intertexte et avant-texte, la bibliothèque génétique des Rougon-Macquart. Un livre, écrit quant à lui Aragon dans Le Mentir Vrai, est un être bien équilibré qui doit à la réflexion et à la connaissance des ouvrages passés les qualités qui lui donnent droit à l'existence. Dès ses origines, inscrites dans la transcription de l'oralité, contes, comptines, légendes, etc., la littérature pour la jeunesse s'inscrit dans une poétique de l'intertextualité, voire de la transfictionnalité. À cette hypertextualité première vont s'ajouter, avec l'évolution de l'imprimé, une hypertextualité seconde, calquée sur le modèle de la tradition lettrée, autant savante, constitution d'un canon, reprise de modèles, etc., que populaire, réitération de formules, de situations types, de figures, de thèmes, de motifs et de genres. I've taken horrible liberties with folklore and mythology, but I'm quite unashamed about that, because British folklore and British mythology is a totally bastard mythology, affirme sans complexe Rowling. You know, we've been invaded by people, we've appropriated their goods, we've taken their mythical creatures, and we've soldered them all together to make what I would say is one of the richest folklores in the world, because it's so varied. So I feel no compunction about borrowing from that freely, but adding a few things of my own. Dans l'entretien pour la BBC en 2005, Living with Harry Potter. La poétique de la reprise et la variation orale est ainsi récupérée comme stratégie marchande de fabrication, s'alignant sur la formula fiction étudiée jadis par Cowelty pour maximiser l'efficacité narrative, et aussi donc sur une stratégie d'un côté de fabrication, de l'autre de réception, l'attente et la reconnaissance articulant un type de lecture générique et sérielle qui ouvre vers la consommation réitérative. Le jeu sériel intertextuel, je vais citer Virginie Douglas, le jeu intertextuel représente une constante de la littérature destinée à un jeune public. En effet, cette littérature, du fait de sa récente apparition, on la fait généralement remonter au milieu du XVIIIe siècle, élabore son propre discours à travers ses emprunts à un grand nombre de textes au sens large, écrits ou oraux. Comme le remarque John Stephens dans Language and Ideology in Children's Fiction, writing for children exists at the intersection of a number of other discourses and illustrates acutely the extent to which language is both a semiotic system and a product of its own history. Cette tendance au bricolage textuel séduit d'autant plus l'enfant que celui-ci procède dans son rapport au monde adulte de la même manière que l'auteur pour la jeunesse dans sa relation à la littérature générale, parce qu'il traverse ce qui, par définition, est une phase de transformation. L'enfant construit son individualité par rapport à certains modèles qui limitent ou rejettent. Bien, je vais sauter un petit peu sur cette première partie qui est très... Donc rappelons avec Dominique Minguenon que contrairement à la recherche généalogique, l'intertextualité ne prétend pas reconstruire un scénario de cause à effet reliant les textes sources aux textes finis. La notion de texte référé s'étend au-delà de la présence physique du texte source pour englober toute littérature ayant sur le texte référent une fonction inspiratrice ou matricielle. Or, ce jeu donc relève, comme le signalait Genette dans son texte fondateur, aussi de l'activité lectrice. Moins l'hypertextualité d'une œuvre est massive et déclarée, plus son analyse, donc je cite, dépend d'un jugement constitutif, voire d'une décision interprétative du lecteur.
je puis décider que les Confessions de Rousseau sont un remake actualisé de celles de Saint-Augustin et que leur titre en est l'indice contractuel. Après quoi, les confirmations de détails ne manqueront pas, simple affaire d'ingéniosité critique. Donc l'importance de l'activité herméneutique du lecteur ou de l'archilecteur, activité particulièrement problématique pour la littérature pour jeunesse, puisqu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que les enfants, les jeunes connaissent ces intertextes. La Young Adult Fiction exploite toutes ces virtualités, comme le montre de façon graphique le projet du blog Open Graves, Open Minds. Et elle s'est amusée, c'est assez sympathique, surtout pour tous ceux qui travaillaient spécifiquement sur ça. Elle s'est amusée à faire des chartes assez incroyables. Donc je vais voir si je réussis à vous les montrer. Ça marche là ou ça marche plus? Ah zut, ok. Ok. Bon, est-ce que ça va pas marcher pour toute la conférence ou? Jusqu'à l'arrivée du technicien. Oh shit, bon, parce que là... C'est la salle qui vaut ça. Bon, là on est un peu dans la merde, parce qu'il y a quand même beaucoup de références visuelles. Bon. Vous irez voir sur Open Graves, Open Minds. Elle a fait vraiment des graphiques, des influences intertextuelles sur la Young Adult Fiction. Donc elle s'est amusée à faire comme des sortes de constellations énormes, l'influence du folklore, mais spécifiquement le chaperon, Cendrillon, toutes les déclinaisons de tout ça. Donc dans un beau graphique que je voulais vous montrer. C'est cette prolifération qui fait aussi l'objet de la thèse de Kibo sur le crossover intertext, en partant de cette idée d'une intertextualité généralisée de la Young Adult Fiction. Là aussi, je vais un petit peu sauter. Comme le mythe qui réitère de façon dramatique et mouvementée le récit du déjà survenu et du déjà connu par son auditoire, la narrativité industrielle que reprend la Young Adult Fiction joue sur une série continue de connotations dont la réapparition dans chaque histoire représente une condition essentielle du plaisir de lecture. Les rares permutations qui y sont à chaque fois introduites confirmant de facto la permanence d'un répertoire fixe de topoi et de motifs, voire de véritables mythèmes au sens où l'entendaient les anthropologues structuralistes. Avec une série, on croit jouir de la nouveauté de l'histoire, qui est toujours la même, alors qu'en réalité on apprécie la récurrence d'une trame narrative qui reste constante, écrivait Umberto Eco, analyste privilégié de ces phénomènes. En ce sens, la série répond au besoin infantile d'entendre encore et toujours la même histoire, d'être consolée par le retour de l'identique sous des déguisements superficiels. D'où le plaisir de reconnaître, comme dans les anciennes performances des mythes, autant les grandes structures qui articulent l'intrigue, dont l'hypertrophie contemporaine du monomythe campbellien, intronisé par Star Wars puis repris par Harry Potter, Hunger Games, par toute cette littérature, et les axés sur la quête du héros, de l'héroïne, que les situations, donc reconnaître autant les structures que les situations récurrentes qui organisent les genres, malentendus dans la comédie romantique, joutes médiévalisantes dans la fantasy, etc. Et ce, jusqu'aux plus petits détails définissant les personnages sériels, tels que la cicatrice de Harry ou les revanches magiques sur l'autorité dérisoire de Mr. Dursley dans le cycle pottérien. D'où enfin, comme dans les mythes, la réitération de ce qu'Eco désigne comme l'idéologie de la consolation et l'apaisement qui, dans le roman commercial, résulte de la consolation par réitération de l'attendu, se présente sous une formulation idéologique comme la réforme destinée à changer certaines choses afin que tout reste immuable. Idéologie et structure narrative se rejoindraient ainsi en une union parfaite, expliquant à la fois le succès des intrigues qui réalisent au mieux cette fusion au sein d'un marché régi par des lois de concurrence darwiniennes et l'intérêt idéologique qu'elle représente pour le bloc hégémonique d'une société au-delà des industries culturelles elles-mêmes. Le plaisir psychologique tiré par les consommateurs serait, pour sa part, proche de la théorie freudienne du Fort-d'art, répétition ludique par l'enfant de la disparition du jouet pour mieux maîtriser sa peine, permettant l'adhésion aux valeurs de la communauté par la mise en récit, voire la mythification de ces conflits mêmes. L'aspect très ouvertement marchand de la catégorie de la Young Adult Fiction marque une standardisation renforcée de ces mécanismes. Comme le rappelle Anne Besson, 2000 peut être retenu comme l'année où, afin d'éviter que les volumes successifs de Harry Potter n'occupent les 4 premières places, après quelques 2 ans à en monopoliser le tiercé de tête, le plus célèbre des classements hebdomadaires des ventes de livres aux États-Unis, celui du New York Times Book Review, s'est doté d'une seconde liste spécifique aux ouvrages visant le jeune public et les jeunes adultes, Young Adult.
L'identification même de ce secteur, sa visibilité, en est à son tour favorisé l'essor, synonyme de meilleure segmentation du marché, ce qui constitue un de ses principaux fondements de l'optimisation des ventes en marketing. D'ailleurs, le marché n'a fait qu'exploser, puis chaque fois la part de jeunes publics dans le chiffre de vente total ne cesse de s'accroître. Donc, tous ces mécanismes d'intertextualité ont été systématisés dans un but clairement marchand. Beaucoup de ces succès sont des succès en grande partie de marketing, ne nous leurrons pas, à commencer par Harry Potter bien évidemment, et c'est la logique qui a suivi avec le dystopian turn, donc le tournant dystopique vers la young adult fiction dystopique. Il y aurait aussi tout un truc sur le monomythe et comment il a été vraiment intronisé dans cette littérature-là. On sait que Christopher Vogler, le story consultant de Disney, dès les années 80, s'est empressé de compiler les thèses de Campbell, donc en réduisant notamment les étapes de la quête et en systématisant le modèle qui était déjà assez réducteur, en un mémo qui devient vite légendaire, circulant dans tous les studios hollywoodiens dès 1985. Ce qui avait marché pour Lucas allait désormais faire figure de recette, à commencer par les scénarios de Vogler lui-même, responsable d'œuvres telles que Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Je suis une légende, ainsi que, je le rappelle, quelques fiascos mémorables tels que Howard the Duck ou Ishtar. Et qui a su, en bon storyteller, tourner à son avantage, intégrant ses échecs dans la structure de sa propre quête héroïque, tel qu'exposé dans son best-seller, fort à consulter par les apprentis créateurs, le guide du scénariste, la force d'inspiration des mythes pour l'écriture cinématographique et romanesque. Donc on comprend aisément l'attrait qu'a pu exercer le modèle campbellien sur une industrie toujours anxieuse de s'assurer l'adhésion de ses consommateurs disséminés sur différents coins du globe et tiraillés entre différents produits culturels sollicitant leur attention. Plus généralement, la fonction thérapeutique du monomythe s'accorde parfaitement avec la culture du développement personnel inaugurée par le New Age, dont George Lucas fut aussi nolens volens l'héritier. Le mythe, selon Campbell, guérit et régénère, nous enseignant, je cite, à vivre notre vie d'être humain en toutes circonstances. Le héros est ainsi celui qui, je cite encore, réussit à dépasser ses propres limitations historiques et géographiques et à atteindre des formes d'une portée universelle qui correspondent à une véritable condition de l'homme. Message universaliste qui s'accorde parfaitement avec la globalisation, sphère d'action de l'usine à mythes hollywoodienne, tout en masquant ses composantes essentiellement états-uniennes. Où, on le sait, la mythologie états-unienne veut que tout citoyen, étant un héros qui s'ignore, est appelé à réaliser son destin, qui est aussi son maximum de potentiel, autant spirituel qu'économique, capitalisme protestant oblige, permettant une réconciliation avec la communauté, ainsi sans cesse refondée. D'où le succès de cette soupe Campbell, selon les termes de Méméto, pour qui non seulement le monomythe est devenu une arme de standardisation massive du récit, mais, je cite, la forme du mythe est devenue la forme standard de la culture pop. Ce que la théorie de Campbell permet de défendre est l'idée que plus le public est touché, plus l'œuvre est bonne, y compris dans un sens thérapeutique. Cette concordance entre succès et bien-être est essentielle, parachevant en fait ce qu'Eco désignait comme l'idéologie de la consolation. Dès lors, le mythe sert moins à expliquer cette industrie qu'à la légitimer. Dire d'un récit qu'il est mythique revient aussi à dire qu'on doit y croire, qu'il est populaire, ancestral, fondateur. Hollywood se donne un rôle civilisateur, accomplissant la noble fonction d'usine à mythes moderne pour le monde entier, ce qui vaut tout autant pour l'industrie du comic book super-héroïque ou pour l'industrie du young adult fiction, qui par ailleurs ont fini aussi par se tailler une part de lion dans le Hollywood du nouveau millénaire. Le monomythe fonctionne ainsi comme un parfait mythe autotélique pour ces industries fictionnelles qui y trouvent autant un supplément d'âme qu'un instrument efficace de fabrication et, in fine, de propagande. Bien. Heureusement, donc, une certaine lassitude pourrait se faire signe à l'égard de ce modèle envahissant, sorte de Monsanto de l'imaginaire planétaire, au moment même où s'effectue la monopolisation commerciale de celui-ci par Disney, propriétaire désormais de Pixar, Lucasfilms et Marvel. Et donc dans tout ça, on entre évidemment
dans les grands succès qu'on essaye de nous lancer systématiquement à partir de la Young Adult Fiction. Donc des fois ça se casse la gueule, Divergent, etc. Au cinéma, puis d'autres fois ça réussit, ça marche, etc. Autour du monomythe, Rowling va tracer un vaste labyrinthe hypertextuel. Harry Potter, comme vous le savez, c'est un palimpseste intertextuel généralisé, et c'est la référence immédiate quand on voit le titre de la journée d'études, on pense immédiatement à Harry Potter, puisque c'est l'œuvre où la question de l'intertextualité s'affiche de façon spectaculaire. Harry Potter, succès d'édition sans précédent, est une œuvre hybride et intertextuelle, héritière de nombreuses traditions littéraires, écrit Marie-France Burguin en résumant sa thèse, qui n'est malheureusement pas consultable en ligne, mais qui est sur l'intertextualité dans Harry Potter. À l'influence des genres de l'imaginaire s'ajoute, je la cite, celle du roman scolaire, du récit de mystère ou d'aventure, celui du texte initiatique. De cette intergénéricité naît un univers riche, foisonnant de trouvailles, dont l'écrit et ses instruments proposent de multiples exemples. L'on pourrait, en suivant la typologie établie par Henri Mitterrand dans son texte cité, s'amuser à répertorier dans Harry Potter les échos de ce qu'il appelle les livres-documents, qui restent les plus souvent cachés sous le texte. L'on y devine ainsi, par-ci par-là, le fruit de nombreuses encyclopédies du folklore et de ses créatures fantastiques, par où des figures telles que l'hippogriffe de l'Ariosto vient se greffer au bestiaire de l'œuvre, tel qu'étudié par Stefano Giosa, qui s'est consacré juste à la figure de l'hippogriffe dans Harry Potter. Donc des livres-documents, les différencier des livres-références, qui, eux, je cite Mitterrand, servent de références esthétiques, de modèles que l'auteur entend imiter, égaler et qui prennent pour le moins au cours de sa carrière une valeur séminale, voire qui servent éventuellement de contre-modèles, contre lequel s'affirmer dialectiquement. C'est le cas, selon les déclarations de Rowling elle-même, de Macbeth pour la prophétie de Sybil Trelawney, ou encore de The Pardoner's Tale de Chaucer pour les reliques de la mort de Deathly Hallows. Au-delà des livres références, il y aurait les livres matrices, proches de l'hypertexte génétien, qui fournissent, je cite, non plus une documentation et non plus un modèle général d'inspiration, mais un véritable schème d'invention, de transposition narrative, une matrice de transtextualisation, par où l'œuvre apparaît comme la réécriture d'un livre antérieur. Alors on a beaucoup parlé évidemment de Lord of the Rings sur Harry Potter, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, oui, il y a évidemment des quantités de références. Ce que Mitterrand essaye de faire, en travaillant sur Zola, mais on pourrait parfaitement faire la même chose sur Harry Potter, il essaye de classifier de façon plus précise à quel point il y a des références qui sont constitutives du texte dans son ensemble, à quel point il y en a d'autres qui sont importantes pour tel ou tel épisode, etc. Donc c'est un travail de clarification qui me semble intéressant. Voir, au-delà même de la stricte textualité, un mythème ou un mythe. Je cite, à ces matrices textuelles singulières, identifiables dans la bibliothèque universelle, Zola, mais tout autant Rowling, sans vouloir équiparer évidemment les deux projets romanesques, semble souvent ajouter un capital de noyaux narratifs inattribuables, virtualité mythiforme, transformable, fantasque, glissante, indestructible en raison même de leur souplesse, émergeant en innombrables occurrences actualisées. Par là, l'œuvre renvoie au tréfonds de la matrice narrative ultime, celle, je cite, qui n'a d'autre signataire qu'une collectivité sans nom, on l'appelle parfois l'inconscient. Comme l'écrit Isabelle Smadja, subliminales, ces suggestions ne sont pas perçues consciemment, mais orientent inconsciemment la lecture et influent sans nul doute sur le plaisir de celle-ci. Plus généralement, Rowling s'évertue à brouiller les pistes, au point que quand on a l'impression d'avoir déniché une piste, on s'aperçoit que plusieurs autres sont possibles qui vont dans des directions opposées. Ces directions plurielles expliquent la multiplication des relectures. Une fois épuisée la piste du roman d'aventure au rythme soutenu, reste au lecteur à se délecter du conte de fées, du roman psychologique ou du roman d'apprentissage. D'autant que loin de se cantonner à l'univers de la sorcellerie, l'ouvrage est nourri aux références à la mythologie grecque, touffue, la stupéfiction, etc., aux légendes celtes, les trolls, les gnomes, aux contes, la cabane à la lisière de la forêt remplie d'êtres étranges, le jeu d'échecs vivant, la Bible, le serpent, Godric, Gryffondor, etc., etc., le serpent, Serpentor, l'histoire de l'humanité, le nazisme à travers Voldemort, initiale de Salazar Serpentard, aux initiales SS, etc. À l'actualité plus contemporaine, donc les actes terroristes qui sont insérés dans les derniers volumes. Ces œuvres matrices peuvent soit prêter
je cite Mitterrand, leur épure narrative au roman dérivé sans y apparaître en tant que telle, ou bien être mises elles-mêmes en représentation dans l'œuvre qu'elles engendrent. C'est le classique de la mise en abîme évoquée par André Gide dès le début du XXe siècle. La Bible apparaît ainsi plusieurs fois dans un jeu de cache-cache empreint de toute l'herméneutique de la tradition protestante qui, en une grande mesure, a conditionné l'émergence anglo-saxonne du fandom. De l'inscription de la lettre aux Corinthiens, 1:15-26, sur la pierre tombale des parents de Harry, à celle de Matthieu, 6:21, sur celle de Dumbledore, qui, comme le signale Rowling elle-même, et en nette filiation avec les jeux métatextuels des Vanitas baroques, servent d'emblème caché à l'ensemble de la série. I think those two particular quotations he finds on the tombstones at Godric's Hollow, they almost epitomize the whole series. En paraphrasant Mitterrand, qui analyse la présence de Phèdre dans la curée, on peut dire que le texte se regarde alors dans le miroir de son intertexte, qui est aussi son avant-texte, comme les personnages se découvrent et se dédoublent dans le miroir que leur tend, et là, je change le théâtre par le tombeau, puisqu'évidemment Phèdre apparaît dans une scène très célèbre à travers les personnages assistent à une œuvre, à la tragédie de Phèdre, et ils reconnaissent évidemment leur propre histoire. Ici, c'est plutôt dans le tombeau que Harry est confronté à cette expérience heuristique. Enfin, les œuvres mettent aussi en jeu de manière peut-être plus souterraine un ensemble de compétences et d'instruments conceptuels qui relèvent de la culture acquise. Et donc c'est là où ça ouvre vraiment vers une sorte d'intertextualité culturaliste généralisée qui est aussi très intéressante. On pourrait donc distinguer trois sortes de bibliothèques selon le régime de leur rendement génétique dans le travail de l'auteur, celui de la bibliothèque générative, celui de la bibliothèque documentaire et celui de la bibliothèque rhétorique. Mais ce n'est pas loin de là que ce que je me propose de faire aujourd'hui en réalité. Car au feu d'artifice de l'hypertextualité pottérienne, déjà abondamment décortiquée par la critique et le fandom, voire leur intersection acaphanique, précisément, sur quoi travaille Megan, je vais préférer donc de me concentrer sur un effet hypertextuel plus ciblé, sinon plus discret, qui articule un autre succès de la Young Adult Fiction, qui a pour un temps aspiré à défier l'hégémonie de la Pottermanie. Je veux parler bien entendu de Hunger Games. Est-ce qu'on peut déjà montrer des trucs ou non? On est bon. En fait, on a demandé finalement au personnel du soutien technique à venir plus tard. Combien vous avez tous vu, enfin, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la série, tout simplement. Bon, c'est bon. Non, parce qu'il y avait une bonne présentation qui était assez rapide, en quelques minutes, pour nous remettre tous dans le bain. C'était assez bien fait. Écrit au cœur donc de la grande récession économique, Hunger Games éveille dès son titre le spectre du traumatisme qui le fonde, la paupérisation, voire la tiers-mondisation de la terre de l'opulence, the land of plenty. 4 ans après, l'adaptation filmique s'inscrit toujours à l'ombre de cette angoisse, véritable retour du refoulé au sein du monde globalisé par l'hyperconsommation. Recyclage, l'ère étant de facto vouée aux remakes et aux réécritures, d'un topos convenu de la dystopie science-fictionnelle, celui de l'arène télévisuelle, la saga s'adresse à ce nouveau public adolescent déniché et pourrait-on dire refondé par Rowling dans sa reprise de la mythologie traditionnelle de la fantasy et ensuite vampirisé par Stephenie Meyer. De même que celle-ci réinventait l'érotique vampirique pour les nouveaux teens des Virginity Balls, Collins reprend la tradition dystopique des jeux mortels médiatiques pour en faire une tragédie du coming of age en milieu néolibéral. Le succès de cette opération, l'œuvre est devenue la favorite de tous les temps sur Kindle, détrônant même Jane Austen dans les passages les plus souvent soulignés par les utilisateurs, en fait un véritable phénomène de masse, vecteur du dystopian turn qui, à la suite des réécritures du vaste réservoir de la fantasy, a envahi la young adult fiction à l'âge de la War on Terror. Je vais m'intéresser ici au topos qui fonde l'œuvre, en donnant son nom à l'espace diégétique où elle s'inscrit, ainsi qu'au super-état totalitaire de l'Amérique future, Panem. La référence intertextuelle est explicite, elle est expliquée dans le 3e livre par Plutarque, référence tout aussi classicisante au célèbre auteur des Vies parallèles, comme étant la clé de voûte du système de fonctionnement du Capitole, dont la population avachie regorge de nourriture, prélevée de manière coloniale des districts, et s'abrutit devant les Hunger Games qui donnent titre à la saga, extrapolation future et médiatique des jeux de cirque d'antan. It's a saying from thousands of years ago, written in a language called Latin, about a place called Rome. Panem et circenses translates into bread and circuses. The writer was saying that in return for full bellies and entertainment, his people had given up their political responsibilities and therefore their power. I think
about the capital. Évidemment, c'est Katniss qui parle. The excess of food and the ultimate entertainment, the Hunger Games. So that's what the districts are for, to provide the bread and circuses. Yes, and as long as that kept rolling in, the capital could control its little empire. Il s'agit bien entendu de la célèbre formule satirique de Juvénal, panem et circenses, introduite dans sa satire 10. Iam pridem ex quo suffragia nulli vendimus effudit curas nam quidabat olim imperium fasces legiones omnia nunc se continent atque duas tantum rex anxiut optat panem et circenses. Cette célèbre locution s'inscrit dans une critique au gré de la répression par Tibère d'une prétendue conspiration de la part de son ancien ami Séjan, devenu consul. Critique de l'apathie politique où était tombé le populus romain sous l'Empire. L'extrait au complet évoque la complicité de la foule dans le climat de terreur politique où baigne l'Empire, se pliant à une version officielle qui, des historiographes classiques, Cassius Dion, Tacite, Suétone, Philon ou Paterculus, à nos jours, Anne Boddington, reste pour le moins débattue. Je cite la traduction, une des traductions, la traduction d'Henri Cloire, pour mettre en contexte cet extrait qui est toujours cité, mais qui est toujours cité de façon très courte, donc très amputé de son contexte politique. Séjan, pris au croc fatal, apparaît à la foule qui éclate de joie. Quelle bouche, quel visage il avait! Jamais, crois-moi, je n'ai aimé pareil homme. Mais sous quelle accusation a-t-il succombé? Qui a été son délateur? Quelle preuve a-t-on donné? Qui s'est présenté comme témoin? Rien de tout cela. Une longue lettre prolixe est arrivée de Caprée. Caprée où était Tibère exilé, enfin pas du tout exilé en fait, où il s'était réfugié, où il s'était tout simplement, il était parti donc vivre dans cette île où il s'entourait de luxe totalement orgiastique et depuis où il s'intéressait moyennement à la suite des affaires de l'Empire. Mais c'est de là qu'il écrit une lettre où dénonçant ces gens. Compris, je n'ai plus à questionner. Mais que font donc tous les enfants de Rémus? C'est ça le texte que je venais de citer en latin. Ils adhèrent au succès comme toujours et ils maudissent ceux qui ont perdu la partie. Supposons que Nortia, donc la fortune, eût favorisé son Toscan et que le vieil empereur fût tombé sous un coup imprévu, ce même peuple à cette heure-ci proclamerait ces gens augustes. Depuis, c'est ça le texte, depuis qu'il n'y a plus de suffrage à vendre, le peuple se désintéresse de tout. Lui qui jadis disposa du commandement, des faisceaux, des légions, enfin de tout, il n'a plus d'ambition, il ne prouve plus qu'un double désir passionné du pain et des jeux. Beaucoup d'autres doivent périr, paraît-il. Certainement, la fournaise est grande. C'est toute la politique impériale de l'évergétisme, c'est le terme technique employé par Paul Venn, notamment dans un célèbre ouvrage, Du pain et du cirque. C'est toute la politique impériale de l'évergétisme, la distribution discrétionnaire de denrées alimentaires et l'organisation de jeux de cirque pour s'assurer du soutien de la population qui est ici dénoncée, par opposition implicitement à l'illo tempore de la République, selon un schéma bien connu des nostalgiques de l'Ancien Régime mis à mort par la Révolution romaine, pour reprendre le titre célèbre de Ronald Syme, une des sources du cycle de fondation d'Asimov, et subrepticement de celui de Star Wars. Tout le problème de la République et l'Empire, etc., viennent de l'Empire romain, mais clairement à travers la vision qu'en donne Ronald Syme. Juvenal is not merely expressing a conservative animadversion to the desires of the mob, for he also makes clear that it was the conscious policy of the imperial administrators to encourage and to meet the mob's demands. Augustus established the imperial practice of providing both games and free distributions of grain, and both he and his successors participated willingly in both. That these tastes were debased and sadistic in the extreme only adds to the enormity of their unconscious collusion. The two most quantitatively destructive institutions in history, Michael Grant writes, are Nazism and the Roman gladiators. In both cases, large segments of the populations collaborated with the rulers in the institutionalization of mass murder, and in the case of Roman games, mass murder was also served up as mass entertainment. Écrit Brantlinger dans un livre que je vais beaucoup citer et vous comprendrez pourquoi plus tard. J'avais un extrait avec Paul Venn à la télé française à l'époque où c'était vraiment une télé intelligente et donc c'était un long entretien où Paul Venn expliquait son grand livre
du pain et du cirque, plus souvent cité que lu parce qu'il fait 800 pages et que c'est quand même sur un thème relativement ciblé, qui est la question donc de cette pratique du pain et du cirque, de l'évergétisme, et où Paul Venn expliquait un petit peu la logique de l'évergétisme à Rome, mais aussi cette transformation de la cruauté en entertainment, dont on a des témoignages tout à fait différents et tout à fait intéressants dans la littérature de l'époque. Un auteur qui est par ailleurs extrêmement sympathique et intéressant, qui est Martial, et qui a une indifférence totale pour la cruauté des cirques, et qui trouve ça excellent, et il s'amuse beaucoup à voir les gens mourir, notamment que c'était vraiment des théâtralisations. Vous savez que dans le cirque, il y avait différentes choses, il y avait les combats, certes, de gladiateurs, mais il y avait beaucoup d'exécutions publiques, et beaucoup de ces exécutions publiques prenaient la forme d'une petite pièce de théâtre. Donc on s'amusait tout simplement à prendre un condamné à mort et à le faire brûler vif parce que c'était tel dieu qui... donc c'était Hercule avec le manteau de Djenagir par exemple, puis qui prenait feu. Et donc le pauvre type il prenait feu, puis les gens trouvaient ça extrêmement drôle. Et donc Martial, dans Des Spectaculis, fait une vraie ekphrasis, hypotypose de ces spectacles de mise à mort en les rendant doublement, en les esthétisant doublement, alors que peut-être l'exception à cette indifférence générale, c'était des esclaves, c'était des criminels, ils étaient entrés dans une sorte d'inhumanité pour le public romain. Une des exceptions, ce sera Sénèque dans les lettres à Lucilius qui évoque les mises à mort des condamnés dans les intermèdes, précisément, non pas les combats mais les exécutions. Je cite, « Tous les combats d'avant étaient miséricorde par comparaison. Maintenant, fini les bagatelles, ce sont des purs assassinats. Ils n'ont rien pour se protéger. Exposés aux coups sur toutes les parties du corps, jamais ils ne frappent en vain. Le plus grand nombre préfère cela aux couples ordinaires ou aux vedettes. Pourquoi ne le préférerait-il pas? Le fer n'est repoussé ni par le casque, ni par le bouclier. À quoi bon des moyens de défense? À quoi bon des techniques? Toutes ces choses-là retardent la mort. Le matin, les hommes sont exposés aux lions et aux ours. À midi, ils le sont à leurs spectateurs. Ils ordonnent au tueur de se jeter devant celui qui le tuera, et ils gardent le vainqueur pour un autre massacre. L'issue pour les combattants est la mort. La chose est accomplie par le fer et par le feu. Ces choses-là ont lieu quand dans l'arène on fait relâche. Juvénal ne semble toutefois pas tant indigné par le spectacle de la cruauté, dont il ne parle pas vraiment, que par la dépolitisation du peuple qu'il installe. Son sens tout atticiste de la sententia le fait ainsi concentrer en une formule frappante toute une réflexion politique, la promettant à une longue postérité. Bread and circuses becomes a name for the process by which democracy turns into its opposite, the republic into the empire, the aristocratic senate giving way to the urban mob, or in modern terms, the process by which a liberal thought, though hierarchical society, with its creative elites protected by class institutions, turns into mass society, résume Brantlinger. La postérité n'aura de cesse de moraliser le propos, à commencer par les traductions et les réécritures du texte premier, selon le vieil adage bien connu de traduttore traditore, traducteur traître. Alors on voit comme ça des traductions qui renforcent le côté depuis qu'on ne vend plus les suffrages, eh bien la tourbe de Remus n'a plus de souci de rien. Ce peuple impérieux qui dispensait naguère légions et faisceaux dans la paix, dans la guerre, stupide, enseveli dans un repos fangeux, il ne demande plus que du pain et des jeux. Bon, c'est assez drôle parce que c'est Jules Lancroix en 1946 qui rajoute vraiment impérieux, stupide, enseveli, etc. Et puis il y en a un autre juste après, Vincent Roule, qui va encore plus loin. Esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs, que leur faut-il? Du pain et des gladiateurs. Of all the contributions made by Roman thought and imagery to what would later become the mass society outlook, probably the most important was the belief that the multitude must be fed bread and cheap entertainment if it was to be kept quiet, submissive and loyal to the powers that be, écrivait Salvador Ciner dans Mass Society en 1966, reprenant David Riesman lorsqu'il écrivait que toutes les conspiracy theories of popular culture are summed up in the concept of the bread and circus. La formule classique devient de fait, comme le montre la monumentale étude que Brantlinger lui consacre en 1983, Bread and Circuses, Theories of Mass Culture, a Social Decay, le vecteur d'un véritable mythe qui dure jusqu'à nos jours et imprègne, au-delà même de sa reprise dans Hunger Games, tout notre débat sur la culture populaire de masse. Ce mythe est celui que l'auteur nomme le classicisme négatif par opposition au classicisme positif, chacun impliquant deux modalités d'intertextualité distinctes.
All critical theories of mass culture suggest that there is a superior type of culture, usually defined in terms of some historical model. I shall call looking to the past for an ideal culture positive classicism, but critical theories of mass culture also often suggest that the present is a recreation or repetition of the past in a disastrous way. The modern world is said to have entered a stage of its history that is like that of the decline and fall of the Roman Empire, hence bread and circuses. La thèse principale de l'ouvrage de Brandlinger est donc que negative classicism has become the major myth of our time. La culture des masses étant perçue sous l'angle du pain et du cirque est comprise soit comme symptôme, soit comme cause de la décadence des empires et des cultures. Or, ironiquement, cette vision, proprement mythique selon Brandlinger, qui va de Marx à Guy Debord, en passant par Baudelaire, Flaubert, Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung, Ortega y Gasset, T.S. Eliot, Camus, Karl Jaspers, McLuhan, Christopher Lasch, Daniel Bell ou Richard Sennett, constitue non seulement la vision hégémonique de la culture de masse depuis son émergence moderne, mais est bel et bien partagée et perpétuée par les médias de masse eux-mêmes, ce dont témoigne, comme nous espérons le démontrer, Hunger Games lui-même et son succès planétaire. Negative classicism, increasingly part of the content of mass culture itself, substitute a catastrophic or a cyclic view of history for a progressive one. It holds truistically that society as we know is passing away to be succeeded by forms of social existence that will betray the features of a regression to earlier stages of history. Et ça nous fait évidemment penser à la célèbre phrase de Adorno et Horkheimer, The curse of irresistible progress is irresistible regression. Donc le but principal de Brandlinger, c'est de faire la critique de cette mythologie du classicisme négatif tel qu'il a été développé depuis plus de 2 siècles, l'idée que donc les masses médias nous vouent inévitablement à la décadence sur le modèle du pain et du cirque ancien, impérial romain. Le toponyme de Panem, à la fois allusion intertextuelle et jeu sur pan-américain, sur le modèle du pan-germanisme ou du pan-slavisme, établit d'emblée le parallélisme évident entre la décadence de l'Empire romain et les États-Unis du futur, renforcé par la concentration du pouvoir autour du Capitole, à la fois nom de la capitale du régime et nom colloquial pour désigner le régime totalitaire qui y siège. L'on sait que le Capitole, et là bon c'est dommage j'avais des images de tout ça, mais bon. L'on sait que le Capitole, siège du Congrès, formé par le Sénat et la House of Representatives, est la branche législative du système états-unien. Un des monuments néoclassiques qui témoigne de l'influence du fantasme de Rome sur les Founding Fathers de la nation américaine. Thomas Jefferson, d'ailleurs, accompagna avec enthousiasme le projet du premier architecte de l'édifice, William Thornton. Ce symbole de la nation et de la démocratie américaine est entièrement subverti dans le Capitole dystopique du futur, à la fois en tant que système autocratique et en tant qu'architecture, lui préférant les modèles visuels du totalitarisme soviétique et fasciste. J'avais une belle comparaison entre le Capitole que vous avez peut-être dans la tête et le Capitole tel qu'on le voit dans Hunger Games. Étant donné que ce n'est pas du tout le même endroit, puisque vous savez que le Capitole n'est pas situé dans Washington, mais il est situé quelque part dans les Rocheuses. Mais le transfert symbolique du terme. L'emblème de cette perversion ultime de la nation états-unienne est l'aigle impérial du Capitole. Et là aussi, je voulais vous montrer, là ça devient très technique sur les aigles, je voulais vous montrer différents exemples. Bon, il faudra qu'on essaye de faire enfin, je ne sais pas trop comment rattraper ça, mais bon. Cette déformation, vous pourrez lire, je pense qu'on va publier ça sur Pop en Stock, je mettrai les liens, vous pourrez vous amuser à regarder les hyperliens sur Je me permets d'interrompre, parce que tu veux qu'on ramène le technicien d'ici la fin de ta présentation, parce qu'on a hésité, dans le fond, à interrompre. Non, bah écoute, je pense que là, on va y aller comme ça. Non, mais c'est ça, il y aura une publication probablement en ligne, je ne sais pas ce qu'on pensait faire, puis oui, je mettrai, il y aura les hyperliens, donc vous pourrez aller chercher. Donc l'aigle impérial du Capitole est assez intéressante, parce qu'en fait, c'est une déformation évidente du Bald Eagle, qui sert de totem iconique dans le grand sceau des États-Unis, et qui incarne la mutation politique du pays tout en renvoyant au passé romain du symbole. L'aigle, dite en français justement impérial, par allusion à sa symbolique romaine. Fruit là encore de l'obsession néoclassique des Founding Fathers, direct héritier en cela, comme en tant d'autres choses, du classicisme positif des Lumières,
pour reprendre les termes de Brandlinger. Le symbole ultime des États-Unis est une reprise explicite de l'oiseau tutélaire de Zeus puis de Jupiter, patron de Rome, érigé en pilier des Signa Militaria sous la forme de l'Aquila, l'enseigne principale avec ses ailes étendues de la Légion romaine, puis par extension du pouvoir impérial de Rome et suite à la chute de celui-ci, de l'idée même d'empire que plusieurs régimes occidentaux allaient poursuivre. Il est beaucoup plus proche dans Hunger Games du Reichsadler nazi, qui puisait lui aussi dans le répertoire symbolique de l'Empire romain, puisque l'aigle nazi était une stylisation du Reichsadler, de l'aigle du Saint Empire germanique. L'aigle du Capitole est donc beaucoup plus proche d'un emblème nazi que du Bald Eagle tel qu'on le connaît. L'aigle ne tient plus les 13 rameaux d'olivier, qui donc signalent en quelque sorte la Pax Americana, comme la Pax Romana, mais uniquement les flèches, qui seront aussi ironiquement l'attribut de l'héroïne qui viendra au bout du régime. Leur nombre réduit, 8, semble représenter, quoique de façon un peu bâclée du point de vue symbolique, le fait que les 13 états d'origine que représente le grinceau, donc les 13 flèches et les 13 rameaux, se sont substitués maintenant 12 districts asservis, le 13e ayant été entièrement rasé en punition de sa rébellion, qui entoure le Capitole tout-puissant, perversion totalitaire de la devise latine « Et pluribus unum », qui est la pierre de touche, comme vous le savez, du fédéralisme américain. La prolifération de l'onomastique aux accents romains, César, Plutarque, Cinna, etc., pour désigner les membres du establishment du Capitole, par opposition aux noms littéralement fleuris et horticoles des membres du peuple des districts, s'inscrit elle aussi dans ce parallélisme qui fait de Rome, paradoxalement, la perversion future du système états-unien, bâti jadis, justement, sur la symbolique romaine. Or, ce réseau d'intertextes et d'intericonicité, fortement appuyé dans le roman et dans l'adaptation filmique, a lui aussi une lourde charge idéologique, comme le signalait Brandlinger dans les années 80. Even more frequently, America, rather than Europe, is seen as the new Rome. In The Crisis of Our Age, de 1941, Petrim Sorokin writes, "Many signs suggest a possibility that America may play, in a modified form, in regard to Europe, the role of Rome in regard to Greece." De même, Arnold Toynbee, un grand représentant du classicisme négatif, déclare que l'Amérique now stands for what Rome stood for, that is, for the defense of imperial vested interests against the needs of the poor and of the third world countries. Et on a l'idée que l'Amérique c'est Rome et qu'en plus c'est le pain et les jeux dans un texte de Malcolm Muggeridge. It was artfully, qui cite Gibbon, le célèbre historien de la décadence de Rome, it was artfully contrived by Augustus Caesar that in the enjoyment of plenty the Romans should lose the memory of freedom. In the case of the American dream, for Augustus Caesar read the media and the advertisers who support them. Donc le parallélisme est très clair. Ce schéma de parallélisme historique que Brandlinger qualifie à juste titre de mythique se retrouve dans des œuvres telles que The Imperial Presidency d'Arthur Schlesinger de 1973 ou les deux ouvrages d'Amaury de Riencourt sur la politique états-unienne, The Coming Caesars de 1957 ou The American Empire. L'exemple le plus frappant est peut-être America as a Civilization de 1957, où Mark Lerner multiplie les parallélismes sur le modèle rhétorique classique établi par Plutarque. Sa liste des possibles similarités entre Amérique et Rome est assez ahurissante. Il inclut tout, le pain et le cirque, les nouveaux cultes religieux, l'importance du militaire, la prémonition de la chute sous le coup des barbares de l'intérieur, est tellement longue cette liste qu'on se demande à un moment donné à quel point il y a quelque chose d'américain qui ne serait pas romain. Et donc ça c'est assez intéressant aussi. Et on retrouve beaucoup de ces images, donc directement associées à l'idée de la masse complètement avachie devant la télévision. The greatest looseness of family ties, the exploration of deviant and inverted forms of behavior, the refinements of luxury, and so forth, tous des traits que l'on reconnaît sans peine dans la population décadente du Capitole futur. Ces citoyens, habillés à la mode gothico-victorienne, sont l'emblème de l'hédonisme décomplexé et agressif des possédants, mutation des yuppies réganiens en purs parasites de la génération Y, chaperonnés par des baby boomers délétères. Masse ridicule et efféminée, entièrement dominée par les affects que nourrissent les médias tout-puissants, elle accueille les tribus
avec un enjouement hystérique sans jamais réfléchir au tragique de leur situation. Calqués sur les patriciens romains, d'où leur onomastique, Cinna, Octavia, Flavius, etc., tels que véhiculés par les péplums et l'imaginaire hollywoodien de la décadence impériale, ils réactivent toutefois la vieille symbolique des Easterners, que l'on retrouve dans toute la mythologie du western, tout en formant une vision monstrifiée du célèbre 1% dénoncé par le mouvement Occupy. Pour commémorer la punition exemplaire par bombardement et nucléaire de la rébellion du 13e district, écho du traumatisme fondateur de la guerre de sécession et de la grande peur qui présida à la guerre froide réactivée par le spectre bouchiste de l'axe du mal, et pour maintenir la cohésion sociale en prévenant toute velléité de révolte, cette tyrannie a recours à la catharsis nationale directement inspirée du Panem Circenses de la Rome impériale dont elle tire son nom. Une loterie nationale annuelle est donc orchestrée pour désigner les jeunes des différents districts qui, en guise d'expiation, prendront part au jeu de la faim et seront ultimement offerts en tribut à l'État, Moloch monstrifié, par le jeu des références mythologiques, la saga se voulant par là une réécriture féminisée du mythe grec de Thésée et le Minotaure. Les jeux eux-mêmes sont une combinaison de deux grandes traditions science-fictionnelles, l'arène et la chasse à l'homme. There are two forms of stereotyped competitive violence which are common in science fiction, the gladiatorial circus and the hunt, lit-on dans l'article Games and Sports de la très grande Science Fiction Encyclopedia. Depuis la satire dystopique de Cyril Kornbluth et Frederick Paul, L'ère des gladiateurs, 1958, je cite le quatrième de couverture, c'est toujours très sympa les quatrièmes de couverture. L'ère des gladiateurs, un monde futur où la violence est institutionnalisée, une jungle de béton formée de cités cauchemars où les jeux du cirque ont retrouvé la même faveur qu'au temps de l'Empire romain, avec un raffinement d'imagination technique et de perversité. Dans un univers où tout est jeu, votre destin dépend d'un gigantesque système de paris mutuels. Mais pour les gangsters au pouvoir, il n'y a pas de hasard. Donc, de l'ère des gladiateurs, qui est par ailleurs un grand classique de la science-fiction, ces deux auteurs ayant fait deux grands chefs-d'œuvre, jusqu'au film culte Rollerball ou Death Race 2000, remaké précisément l'année du premier opus de Collins, la science-fiction exacerbe la vision mythopoétique de l'Antiquité romaine, héritée de la décadence fin de siècle. Celle-ci, comme on sait, fut entièrement obsédée par l'imaginaire du cirque, avant que celui-ci ne devienne le lieu central du péplum cinématographique qui en est, à plus d'un titre, le prolongement. L'on sait l'impact culturel énorme qu'eut le tableau pompier de Jean-Léon Jérôme Pollice Berceau, 1872, je l'avais aussi, donc il faudra que vous alliez dans la version, représentant un myrmillon triomphant qui reçoit le geste fatidique d'un groupe de Vestales pour qu'il achève le gladiateur qui, sous sa botte, demande grâce. Cette œuvre, reconstitution fantasmée qui nous a légué le geste qui lui donne titre, en fait l'historiographie n'est pas du tout sûre que c'est le Pollice Berceau, que c'est vraiment un thumbs down comme on trouve maintenant, interdit sur Facebook d'ailleurs, le thumbs down, mais parce qu'il faut être uplifting et il faut que ce soit le thumbs up, mais l'idée du thumbs down est complètement intronisée par ce tableau de 1872 et qui constitue une sorte de matrice iconographique dès qu'on pense au pain et au cirque. Lieu de la mort donnée en spectacle, le cirque devient l'emblème ultime de la décadence romaine, l'annonce de sa chute biblique ainsi que le locus terribilis d'une fascination qu'on ne peut comprendre, pour reprendre la belle formule de Mario Praz, qu'à l'ombre portée par le divin marquis sur l'ensemble du romantisme noir occidental. C'est que, contrairement au chevalier médiéval, le gladiateur est une figure ambiguë, à la croisée de l'épos guerrier et de l'abjection, puisque c'est un combiné d'esclaves, de bouchers et de bourreaux. C'est ce qui en fait une créature de décadence, dans la mesure même où le ludisme et l'esprit de compétition sportive s'effacent au profit de la cruauté et de la recherche de la mort de l'autre. Il ne s'agit plus de devancer un adversaire, mais de mourir ou de tuer pour satisfaire le plaisir du spectateur. Et je cite Marie-France David de Palacio, le gladiateur est vraiment l'objet idéal des entreprises de désagrégation de l'esthétique décadente. J'avais une citation de 1888, 88, Les spectacles antiques de Lucien Auger de Lassus, qui annonçait déjà les délires sanglants et les enjeux dramatiques des Rollerball et des Hunger Games futurs. Je saute cette citation. On songe ici, outre les excès gore des combats de gladiateurs du futur à la Running Man, et j'avais ici un très beau extrait très drôle de Running Man avec le kill count, donc le compte de tous les gens qui se font massacrer dans le film, à la première séquence du premier jeu de la fin, joliment nommé, encore une référence latinisante qui allie cornes d'abondance et massacre, pain et cirque, The Cornucopia Bloodbath. Bon, j'avais cet extrait de cette scène, mais je pense que vous vous rappelez tous, c'est la scène peut-être la plus marquante
de l'adaptation cinématographique. Bien qu'aient l'idée par un montage frénétique, ces scènes ont d'ailleurs longtemps posé problème dans le marketing du film, qui ne pouvait en faire abstraction mais ne voulait pas heurter les lobbies des associations parentales. C'est qu'on touche aux ambiguïtés de l'innocence enfantine dans le discours, de ce qui revient au même dans le marché occidental. Des enfants de 12 ans auraient-ils le droit d'aller voir le film qui les représente en tueurs ensauvagés, tout en évoquant ce spectre tiers-mondiste qu'on fait tout pour ignorer, les 300 000 enfants soldats estimés par l'ONU dans le monde. Mais la fétichisation des corps qui accompagne le fétichisme de la reine depuis la décadence, au point d'ériger la tradition du peuplhomme en une sorte de rêve mouillé homoérotique, voire code de l'amour qui n'ose dire son nom, et j'avais ici le très célèbre extrait dans Airplane, la satire du capitaine pédéraste dans sa cabine, qui est extrêmement drôle, et doublement, cette tradition de la fétichisation est doublement contestée dans Hunger Games. D'un côté par le caractère dysphorique et dystopique de ces jeux de massacre entre enfants sacrifiés, de l'autre par le trouble dans le genre, au sens de gender, qu'introduit la féminisation de la fonction héroïque dans le genre, au sens narratif. Katniss Everdeen, présentée d'emblée comme un emblème de empowerment féminin tant galvaudé, a tout de l'Amazone, anticipant le retour triomphal d'ailleurs sur le grand écran de Wonder Woman, et de la Diane chasseresse des traditions classiques, révisitée par 2 siècles de culture populaire, tout en incarnant une violence légitime, salvatrice et purificatrice face à la violence professionnalisée de ces adolescents soldats du Capitole en quête de gloire que sont les Carriers. Les corps sculpturaux traditionnellement associés aux gladiateurs du peplum et que les hard bodies des années 80 allaient hypertrophier, comme le montre le parcours de Schwarzy en Conan ou en Running Man, sont ici le signe d'une aliénation profonde et d'un ordre symbolique à abattre. La reine, du coup, perd son caractère de spectacle érotique, à contre-courant de la tradition décadente, allant de pair avec la chasteté austère de l'héroïne, qui, contrairement aux innombrables action girls du cinéma d'exploitation, se pare ici de la symbolique pluriséculaire de la Vierge guerrière. Le voyeurisme pervers du cirque est par ailleurs amplifié par la médiatisation de la mort spectacle au sein d'une surveillance panoptique généralisée, signe de la tyrannie orwellienne qui sévit. Les combats de la reine sont ici observés à distance par une télévision bien plus englobante que le médium éponyme, rendue progressivement obsolète par les nouvelles technologies panoptiques et de fait renforcée par toute une série de dispositifs visuels qui incarnent le rêve de surveillance totalisatrice, voire totalitaire, qui caractérise nos sociétés de l'écran, devenue à Panem une véritable société écran. L'idée, on le sait, constitue aussi un topos science-fictionnel, que l'auteur semble, naïveté ou mauvaise foi, ignorer. Je passais d'un show de télé-réalité à un reportage sur la guerre quand les images se sont brouillées dans ma tête, affirme Susan Collins. J'ai vu des jeunes gens faire des choses inouïes pour de l'argent et d'autres en train de disputer une véritable guerre. Il y a un frisson de voyeurisme à voir des gens se faire humilier ou souffrir que je trouve très dérangeant. Cela désensibilise le public. Du coup, quand ils sont témoins d'une véritable tragédie, via les informations, ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir. Outre l'effet de suture qu'opère ce montage mental, cette épiphanie heuristique se présente comme un pur moment critique de désaliénation par mise à distance du processus même de réception, ce pilier de l'iconosphère néo-baroque qu'est le zapping. La collusion de la télé-réalité, on peut aisément imaginer ici toute une lignée d'émissions qui annoncent les jeux de la fin, du Sasuke Nippon à la franchise globalisée de Survivor, et de la guerre néo-impériale d'Irak, qui contrairement à celle de Vietnam n'a pas été télévisée, le complexe militaro-médiatico-industriel ayant compris que l'étalage des cadavres nationaux ou ennemis avait un pouvoir ingérable de démoralisation, devient l'eureka mythique de la création de l'univers de fiction. Mais ce récit, aussi pertinent soit-il, permet aussi l'occultation des sources bien plus évidentes d'inspiration qui remontent outre Battle Royale, dont quantité de critiques sur la web et ailleurs considèrent que Hunger Games n'est qu'un pur plagiat, à un topos bien connu de la SF moderne, celle des jeux mortels télévisés. Bien que Susan Collins dise ignorer tout de cette topique, il reste que ces fictions informent, volens-nolens, l'univers des jeux de la fin, ne serait-ce que par la notion même de télé-réalité, inventée un demi-siècle plus tôt par des satires dystopiques hantés par le spectre envahissant de la télévision. L'ouvrage qui consolida le trope, catalogué par notre Bible TV Tropes à l'enseigne du Deadly Game, est la nouvelle de Robert Sheckley, Le Prix du danger, de 1958. Et là aussi, je vous lis le 4e de couverture. À 20 ans, Jim Rader, un costaud sympathique et fauché, décide de tenter sa chance. D'accord, une course de Formule 1 d'abord pour 1 000 $, puis un taureau pour 10 000, une plongée au milieu des requins de Floride pour 20 000, et Jim gagne toujours. Alors c'est l'émission vedette à 200 000 $. Jeté dans les rues de New York, Jim doit échapper durant 8 jours à une bande de tueurs. Encore 4 heures à tenir. Partout suivi par les caméras, Jim fuit sur les toits, se cache dans le métro, il est blessé.
et la voix du célèbre animateur Mike Terry lui parvient. « Oui, mes amis, Jim se trouve dans une mauvaise passe. Tenez bon, Jim. Mais tout n'est-il pas truqué ?» Donc l'art des quatrièmes de couverture. Dans cette satire, paratexte parfait de la culture populaire depuis toujours. Dans cette satire féroce des jeux télévisés des 50s, le pauvre héros, figure du Fallen Guy, héritière du roman noir dont Sheckley ne s'est jamais éloigné, se voit conseillé par son ancien patron, qui voit en lui un Américain moyen idéal, de s'inscrire dans le jeu qui donne titre, comme les Hunger Games, à la nouvelle, et qui exploite la légalisation de l'assistance au suicide. Il sera dès lors chassé impitoyablement dans la ville, véritable jungle urbaine aux accents hard-boiled, par le clan dégénéré des Thompson, sous l'œil attentif des caméras. Monitorisé par un minuscule récepteur, il devra compter pour survivre une semaine et toucher le prix du danger sur l'aide de bons samaritains qui interviennent directement ou par le biais de la télé pour le guider. Il devra toutefois se méfier de leur antithèse, les délateurs, qui signalent sa présence à ses chasseurs. Sheckley fut visiblement hanté par ce sujet, qu'il avait déjà introduit dans une autre nouvelle culte, La 7e victime, en 1953, qui reprenait le thème des arènes du futur pour présenter un gigantesque jeu mortel dans une société où le meurtre est légalisé par la création de l'Office du défoulement émotionnel. Les participants, repartis entre chasseurs et proies, doivent se rendre jusqu'au bout de 10 épreuves réglementaires leur permettant d'accumuler 20 assassinats, 10 par rôle successif de chasseurs et de proies. En tant que proie, ils doivent tuer leurs chasseurs, en tant que chasseurs, ils doivent tuer leurs proies. Si la chasse à l'homme, variation autour du thème sadien du Most Dangerous Game, introduit dans le film culte Les Chasses du comte Sarov, est déjà érigée en principe unificateur et cathartique d'une société dystopique, où il y a par ailleurs des authentiques jeux de cirque romains en complément de la chasse, soulignant ainsi le parallélisme entre les USA d'après-guerre et la décadence de l'Empire romain, le rôle des médias n'y était pas encore souligné. On est d'ailleurs beaucoup plus proche des codes du film noir, puisque la nouvelle s'articule autour de la dialectique de la femme fatale et du fall guy, empreinte jusqu'à la chute finale du cynisme et du pessimisme propre au genre. Pourtant, l'adaptation cinématographique d'Elio Petri en 1965, devenue culte, introduira quant à elle l'aspect médiatique avancé par Sheckley dans son autre nouvelle. Et là, j'avais un extrait, c'est vraiment un film culte du kitsch absolu italien. Une grande compagnie propose à Caroline, Amazon Sexy, qui sous les traits pin-upiens d'Ursula Andress incarne l'action girl ultime des 70s et en est à sa 10e et dernière participation à la grande chasse, d'effectuer l'exécution de sa victime, qui n'est nul autre que l'ineffable Marcello Mastroianni, dans un site emblématique au milieu du tournage d'un spot publicitaire. La nouvelle noire de Sheckley est alors revue à la lumière de la guerre des sexes, chère à la commedia italienne, et ce qui fait tout son charme rétromane, de l'obsession pop de l'Italie du miracle économique. When Alphaville and the 10th Victim were initially released, no one thought of them as anything other than social satire and criticism, when in fact they were acts of prognostication. They accurately forecast the current televisual trend towards real-life, hyper-surveillantly documented self-humiliation and ritualized violence, écrit Foster dans Class Passing. Or, l'idée de faire de la télévision le vecteur d'une nouvelle barbarie médiatisée s'inscrivait clairement dans le discours social qui entourait ce mass média mal aimé, qui avait justement réactivé de plus belle le mythe du pain et du cirque propre à la constellation du classicisme négatif, comme le montre Brantlinger. From its commercial beginnings in the late 40s, television has been accused more often and far more from more ideological perspectives of causing cultural and political decadence than has any earlier communication medium. Whatever it broadcasts is apt to be interpreted as antithetical to high culture. It appears to be a sort of anti-classical apparatus for automatic barbarization. Its characteristics of passive mass spectacle readily lend themselves to Roman analogizing. Television, the most modern and apparently progressive piece of cultural equipment, seems also to be the most decadent. Whether the blame falls on the cynicism and irresponsibility of the network managers or on the degraded cultural standards of the masses depends, of course, on the critic's ideological perspective. Se référant au speech de Richard Nixon Checkers en 1952, demandant aux téléspectateurs de voter s'ils voulaient qu'il reste à la tête du Parti républicain, Milton Schulman considéra dès l'époque qu'il s'agissait, je cite, du electronic equivalent of the mobs in the Roman Colosseum being asked to give a thumbs up or a thumbs down sign about the fate of an intended victim. Tandis que Sébastien de Grazia écrivait dans Of Time, Work and Leisure en 1962, Easy Street might be something like ancient Rome at the time of the rise of the plebs urbana. The workers were a dedicated and skilled few, administrators, lawyers, artisans, merchants, inventors, and military officers. The plebs were those who had free time and their vote to ensure their bread and circuses. The circuses, like TV, went on all times of the day. We are the Romans of the modern world. Unissant ainsi les deux antises décadentes, celle du nouveau médium et de la nation corrompue.
Les théories francfortiennes, obsédées par l'expérience du totalitarisme nazi, faisaient de la télévision le vecteur privilégié du modèle hypodermique du entertainment comme pure propagande. Et là, bon, je vais sauter un petit peu sur Francfort, mais c'est peut-être l'historien Eric Barnow qui résume le mieux cette vision lorsqu'il écrit « The overwhelming absorption of tens of millions of mid-20th century Americans in football games and struggles against cattle rustles », il fait ici allusion aux nombreux westerns télévisés, c'était le genre dominant à l'époque, « was a political achievement. Along with welfare legislation, it seemed an American equivalent of the Roman bread and circuses. » Mais il s'agit là encore pour Breitlinger de la persistance d'une mythologie critique, celle du classicisme négatif, hanté donc par le modèle du pain et du cirque. Or, parallèlement à ces critiques d'ensemble sur le médium de toutes les aliénations, émergeait tout un débat sur son contenu qui allait renforcer, si possible, les analogies avec le spectre oni, mais combien fascinant, du panem et circenses romain. Ce fut tout le débat autour de la violence télévisuelle qui, sur le sillage de la panique morale autour des comic books, n'a cessé d'agiter les esprits dès les années 50. Dès juin 1952 eut lieu le First Congressional Hearings on Violence in Radio and Television and its Impact on Children and Youth, tenu par le House Interstate and Foreign Commerce Subcommittee, suivi en 1954 par le Judiciary Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency on Role of TV Shows in Youth Crime, où intervient le sénateur Estes Kefauver, qui avait déjà animé l'enquête du Sénat autour des comics. Je saute un petit peu aussi. C'est clair, la télévision atteint 94% des foyers américains dans la décennie, avec une moyenne entre 3 à 8 heures de visionnement par jour, devient le médium principal de diffusion des nouvelles, ce qui en fait un diffuseur inédit de violence, puisqu'on est à l'époque de Vietnam, c'est la guerre télévisée par excellence. On est aussi à l'époque des grands magnicides politiques, donc Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy, et certains d'entre eux pratiquement en direct. Donc, dans les années 70, il y a vraiment l'idée qu'il y a un âge de la violence, et cet âge qu'ils sont en train de vivre un âge de la violence. To television critics, the threat of violent television was substantial. With westerns and crime shows, how could children not pick up violent behaviors? Partant de ce vieux modèle mimétique de la violence, à l'encontre de la théorie aristotélicienne de la catharsis. À chaque fois qu'on critique un médium pour la violence, on est en train d'oublier complètement la notion de catharsis, et on lui préfère la mimésis, qui est pourtant utilisée par Aristote dans d'autres contextes. L'idée que la télévision installe une véritable pédagogie de la violence se fait jour, soulignant que celle-ci est présentée comme le moyen habituel de résoudre les conflits dans des shows aujourd'hui pourtant considérés bénins jusqu'à la plus totale platitude, tels que Lone Ranger, Robin Hood ou, comble de l'infamie, Superman. Alors c'est assez drôle, vous irez voir dans le texte publié ce que la NAVBRAT, la National Association for Better Radio and Television, disait de ces shows-là, disant que c'était vraiment terrible, les présentant presque comme des excès de gore. Alors c'est assez drôle comparé à tout ce qui allait venir par la suite. Television was thus characterized as an electronic medium and purveyor of a myth of a violent America, by which children and teenagers learned violence and learned to appreciate violence for its efficiency in resolving social conflict, écrit Daniela Perry. L'historien et politologue Arthur Schlesinger Jr., conseiller du président Kennedy, consacre ainsi un chapitre de son ouvrage au titre symptomatique Violence, America in the 60s, publié en 68, année aussi tout à fait particulière, à ce qu'il appelle la téléviolence. Pour lui, le climat inédit de violence qui régnait dans le pays, et dont la vague de magnicides était le signe le plus éclatant, ne pouvait se comprendre comme un simple résultat de l'histoire culturelle états-unienne. Il découlait tout particulièrement, selon lui, du traitement médiatique qui en était fait. Si les médias ne créent pas littéralement la violence, ils la renforcent et l'enseignent. Media reinforce aggressive and destructive impulses, and they may well teach the morality as well as the methods of violence. Children of the electronic age, donc il cite clairement McLuhan, children of the electronic age sit hypnotized by the parade of killings, beatings, gunfights, knifings, maimings, brawls, which flash incessantly across the tiny screen. Cette vision renforcée se voyait à son tour confirmée par le discrédit porté sur le médium lui-même, créant une boucle de rétroalimentation panique qui voyait se dessiner dans le tube cathodique le spectre de la destruction de la société états-unienne. La vision de Schlesinger est institutionnalisée lors de la déclaration du commissioner Nicholas Johnson devant la National Commission on the Causes and Prevention of Violence, convoquée par le président Johnson en 68. Et là, je ne vous cite pas toute la citation, mais c'est très intéressant, il reprend pratiquement terme pour terme l'analyse.
4 ans plus tard, l'United States Surgeon General mènera une enquête sur la violence télévisuelle, s'appuyant sur des études d'audience selon le paradigme de la psychologie behavioriste et sur l'évolution des statistiques criminelles, concluant qu'il s'agissait là d'un problème urgent de santé publique. On voit comment la nouvelle fondatrice de Sheckley se situe à la confluence des deux préoccupations de la télévision comme pain et cirque moderne, à la fois en tant que médium et en tant que vecteur de violence. Elle avait été précédée par les enquêtes très médiatisées du sénateur Kefauver. L'adaptation de Petrie, 2 ans après l'assassinat de Kennedy, médiatisée par le célèbre Zapruder film, s'inscrit, quoique ironiquement, dans le sillage de ce choc déjà planétaire étudié par Jean-Baptiste Toré dans son ouvrage essentiel 26 secondes, l'Amérique éclaboussée. En 68, l'année de la NCCPV et tant d'autres bouleversements, plusieurs ouvrages se font écho à l'intérieur même du médium télévisuel de cette hantise pour la téléviolence, littéralisant le trope du panem et circenses dans des cadres dystopiques futurs. L'un, c'est Bread and Circuses, épisode de la célèbre série Star Trek, diffusée en 15 mars 68, mettant en scène les triumvirats habituels de Enterprise, aux prises avec une planète où l'Empire romain s'est prolongé à l'écart de la Fédération et a survécu à tous les changements technologiques, pouvant désormais présenter à la télévision les jeux de l'arène et les multiples exécutions politiques qui s'y succèdent à la manière des proscriptions impériales romaines. Et là, j'avais aussi un très bon extrait complètement kitsch de Kirk, dans l'arène du cirque télévisé, et c'est de toute beauté. De l'autre côté de l'Atlantique, Nigel Kneale écrit pour la BBC, donc cette même année 68, une œuvre vouée à devenir culte, The Year of the Sex Olympics. Relecture du classique de Huxley, Brave New World, à la lumière de la révolution sexuelle des 60s, mais aussi de leur face sombre, justement incarnée par la téléviolence. Celle-ci se substitue d'ailleurs diégétiquement à la pornographie lorsque les Jeux olympiques du sexe, orchestrés par les high drive pour tenir les low drive entièrement avachis, et substituant l'image pornographique à la pratique sexuelle, combattre le problème rampant de surpopulation, pas sûr que ça marche, sont cancellés suite à la mort accidentelle d'un manifestant qui leur était opposé. Le coordinateur, au nom ouvertement symbolique de Hugo Priest, décide alors de lancer un nouveau programme, ancêtre direct de la télé-réalité, intitulé justement The Life Show, qui consiste à filmer un couple et leur fille isolés dans une île écossaise reculée. Pour faire grimper l'audimat, il est décidé d'introduire un élément de menace qui finira par déboucher sur un autre topos de la mort spectacle alors en émergence, celui de la mort en direct qu'on appellera bientôt snuff. Par la suite, le topos ira s'amplifiant dans des œuvres fortes telles que Les Gladiateurs de Peter Watkins ou la nouvelle grand guignolesque de Christopher Priest, La tête et la main de 72, où un étrange présentateur / body artist procède à des amputations en direct jusqu'à sa propre décapitation. Il y aura 2 adaptations de la nouvelle fondatrice de Sheckley, Das Millionenspiel en 70 et Le Prix du danger de Yves Boisset en 83, et une véritable réécriture de la main de Stephen King sous son pseudonyme alter ego Richard Bachman, Running Man 83, qui fera elle aussi l'objet d'une adaptation emblématique du cinéma réganien d'action, où les arènes du futur deviennent l'excuse pour un déploiement de hard bodies hautement testostéronés en spandex. Là aussi, j'avais des images de toute beauté pour tout ça, mais au-delà du topos futuriste des chasses à l'homme et des combats télévisés, c'est aussi tout le rapport à la spectacularisation du réel que Baudrillard théorise alors sous les termes de simulacre et d'hyper-réalité. Simulacre et simulation datent de 1981, alors qu'il s'agit d'exorciser par la présence herculéenne du corps héroïque, ou plutôt ironiquement son simulacre bodybuildé. Bon, j'avais une petite citation ici, une longue citation de Cinema of Simulation et Hyper Real Hollywood in the Long 90s de Randy Leist, où il parle de ce rapport entre le corps de Schwarzy et puis l'hyper-réel. Comme tout le cinéma d'action réganien, l'idéologie du film est hautement ambivalente, dénonçant le voyeurisme de la violence tout en s'y livrant avec totale délectation et s'attaquant à une tyrannie médiatique qui tient du big government, rogné par l'équipe néolibérale du président Cowboy, orchestrateur par ailleurs de la dérégulation totale de la télévision états-unienne qui, théoriquement, entrait en conflit avec la rhétorique du réarmement moral du entertainment qu'il présentait par ailleurs. Sheckley lui-même prolongera le trope qu'il avait inauguré en parachevant une trilogie des chasseurs avec Victim Prime 87 puis par Chasseur Victime 88. Le premier marque le retour au modèle de la 7e victime dont il constitue le prolongement diégétique. Puisque la vie, encore une fois, le 4e de couverture, puisque la vie dans l'État de New York est devenue plus périlleuse que jamais en cette année 2092, autant aller établir ses quartiers sur l'île Esmeralda dans les Caraïbes. Là, au moins, la violence est réglementée. On est chasseur ou victime et on est payé pour cela. Tel est le raisonnement d'Harold Erdman. Mais gagner Esmeralda n'est pas une mince affaire, et une fois sur place, il faut se familiariser avec le code de la chasse et toutes les tricheries
qu'il permet. Autant de difficultés qui amènent notre travailleur immigré à se poser cette grave question. Au royaume hyper sophistiqué de la chasse, un plouc de Kin Valley a-t-il la moindre chance? La référence gladiatorale est ici renforcée par le gigantesque Colisée, qui est au cœur de Huntsworld, capitale de l'île vouée, telle celle du comte Zaroff, au jeu le plus dangereux, véritable parc thématique de la mort, où fleurissent des sous-cultures meurtrières étonnantes, telles celles des Suicide Clowns, en syntonie avec une autre panique de l'époque que je viens d'analyser dans un ouvrage qui sort en octobre, celle des clowns maléfiques. Le volet final de la trilogie, quant à lui, intègre l'organisation des chasses dans une intrigue complexe, où l'aspect médiatique de la mort au spectacle est vite délaissé pour en venir à une vision noire des années de l'Iran Contra, proche des complexités narratives et conspiranoïaques du cyberpunk Bruce Sterling. On voit donc que lorsqu'en 2000, Kinji Fukasaku signe l'adaptation cinématographique de Battle Royale, le roman de Kushun Katakami de 1998, le topos des jeux mortels du futur était déjà bien établi. La transposition dans l'univers adolescent en fit une satire féroce de la compétition uber-darwinienne qui caractérise le système éducatif nippon. La porte était ouverte pour que Collins en fasse une variation, ancrée cette fois-ci dans l'idée des jeux télévisés de la violence, qu'elle fût consciente ou non de ce précédent au succès planétaire. Qu'il s'agisse d'un livre modèle, voire d'un livre matrice ou non de l'œuvre, n'est finalement pas si important, puisque l'existence et l'omniprésence diffuse du topos et du mythe théorique qui l'alimente établit de facto une relation forcément intertextuelle entre la nouvelle trilogie et les œuvres qui la précèdent, ne serait-ce que dans la figure du lecteur modèle qu'elle implique. Car bien au-delà de la figure de la filiation hypertextuelle de ces œuvres, qui n'épuisent pas leur sens idiosyncratique et singulier, ce rapide survol quelque peu érudit démontre un autre aspect essentiel du mythe du classicisme négatif étudié par Brandlinger. C'est que celui-ci, loin de n'appartenir qu'aux critiques extérieures à la culture de masse, est paradoxalement au cœur même de celle-ci. Je cite, « The distinction between high and mass culture, dubious at best, breaks down when it comes to such widely shared phenomena as the mythologization of history or apocalyptic doomsaying. Negative classicism, however unconsciously, has become part of the self-definition of the mass media. Those critics who believe that mass culture is only a uniform mush that wipes out all distinctions fail to see that the media produce their own negations. They know themselves to be inferior, ephemeral, throwaway, decadent, even while they are all-pervasive and seemingly all-powerful. Their empire, too, is built on sand. And they are forever implying or echoing classical ghosts, shadowy memories of high culture. Partly through cracks in the mass media themselves, then, negative classicism has become the major myth of our time. C'est ce mythe que prolonge, intensifie et synthétise la trilogie et les adaptations d'Hunger Games, dont l'idée même, on le voit, en est issue et se résume en la quintessence d'un toponyme, Panem, le nom de toutes les décadences et de toutes les cruautés. Bien, je m'arrête ici, j'aurais pu continuer parce qu'il y avait tout un autre volet intéressant aussi, c'est de voir comment continue, une fois qu'on quitte l'arène, l'intertexte romain se poursuit, puisque toute l'histoire de Katniss est extrêmement marquée par les références classiques, évidemment il y a Spartacus, etc., et de voir comment finalement le mythe de la révolte, etc., est lui aussi ancré dans un classicisme négatif. L'intertexte romain donc poursuit l'œuvre au-delà même des jeux. Lorsque Katniss met définitivement fin à ceci, c'est un autre cycle qui s'enclenche, tout aussi empreint de références classiques, celui de la révolte. Il s'agira, dans la suite de la saga, de savoir comment extraire radicalement la question de la violence politique de la logique de la vengeance. Car comme dans tout projet de véritable révolution sociale, je cite Chamayou, il ne s'agit pas d'inverser les rapports de prédation, mais de les abolir. Mais comment passe-t-on des jeux de la faim à la révolution ? C'est la question qui s'adresse désormais à toute une génération de jeunes lecteurs élevés dans la crise constitutive de la stratégie du choc néolibéral et qui se tournent symptomatiquement vers une littérature teen dystopique, Promise, Divergent, Blood, Red Road, etc., qui, après les ados magiciens et vampiriques, est en passe de constituer un véritable sous-genre. La révolte de Katniss ouvre à quantité d'interprétations. S'agit-il d'une attaque du big government en vertu des valeurs du survivalisme darwinien des pionniers américains, ou au contraire d'un manifeste contre le fascisme de l'Amérique post-bushiste, et maintenant on dirait trumpiste, mais ce serait faire un anachronisme, en syntonie avec la génération de Occupy Wall Street? Est-ce un manuel de survie pour les adolescents de la crise économique, ou une contestation de la manipulation médiatique? Là encore, le modèle romain
schématisée et mythologisée, s'impose comme spectralité. Il y aurait ici un truc très intéressant, mais là, je n'ai pas eu le temps de vraiment pousser. C'est l'analyse que fait Marx des référents romains dans les révolutions bourgeoises du XIXe siècle, qui est très intéressante à relire à la lumière de tout ça. Il dit, grosso modo, il analyse l'ironie que ces bourgeois qui sont en train de faire une révolution bourgeoise, etc., se part comme modèle de la Rome antique qui, en grande mesure, leur est totalement antithétique. Mais donc c'est une des grandes réflexions de Marx qui peut être intéressante aussi à prendre en compte. Donc ce modèle romain s'impose comme spectralité avec son cortège de révoltes des esclaves et des guerres civiles, spectre qui fait un grand comeback par ailleurs dans la pensée politique contemporaine. Songez au livre de Agamben sur la guerre civile. Panem delenda est, pour paraphraser Caton l'Ancien. Le régime est condamné à périr sous le coup des barbares, ici ceux de l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de véritable extérieur, l'Amérique du Nord étant parfaitement isolée sur la carte, illustrant ainsi un autre fantasme idéologique, celui de la grande tradition isolationniste américaine, dont l'élection de Donald Trump signale par ailleurs la prégnance. Selon donc le schéma décadentiste classique exposé par Rousseau dans son Discours des arts et des sciences, je cite, « L'Empire romain à son tour, après avoir englouti toutes les richesses de l'univers, fut la proie des gens qui ne savoient même pas ce que c'est toi que richesse. » Une belle construction, rhétorique très classiciste d'ailleurs de Rousseau. Gibbon et Montesquieu ont eux-mêmes écrit que Rome tomba à cause de sa grandeur immodérée. Luxury undermines empires, which is another way of saying that civilization leads to the death of civilization, rappelle Brandlinger, évoquant l'un des historiens modernes qui a le plus ravivé cette explication de la chute de l'Empire romain, Rostovtsev. Pour Rostovtsev, précisément, ce qui s'est passé dans l'Empire romain, en reprenant Ortega y Gasset, c'est une vraie révolte des masses. Mass culture in its classical form, bread and circuses, appears as one aspect of the failure of the best classical values to take root among common people. Civilization founders upon its inability to be a civilization for everybody. Though through diffusion and dilution it leads to its antithesis, barbarism, both external and internal. In the failure of the ancient world to civilize the masses, Rostovtsev sees a lesson and a warning for a modern world. The first thing to be learned is that our civilization will not last unless it be a civilization not of one class, but of the masses. Ways must be found to disseminate civilization to the masses without diluting it. But how? The demise of ancient civilization presents us with no models of success, only failure. La révolution des districts s'inscrit dans ce schéma et ses incertitudes, avec toutes ses ambiguïtés et ses manipulations meurtrières. Le sacrifice des enfants lors de l'assaut au Capitole, annonçant, comme par un écho quasi-biblique, la continuation du cycle du pain et du cirque aux dépens des vaincus, cycle de la vengeance que Katniss coupera de sa flèche en la plantant dans l'ambitieuse et machiavélique organisatrice de la rébellion. C'est là le fantasme politique de l'œuvre, une révolution qui élude de sombrer dans la terreur et qui permet, en éliminant le seul élément qui reste enfermé en un cycle de vengeance et ressentiment, une émancipation collective. On voit là se rejouer l'opposition classique entre la glorieuse révolution américaine et la révolution française, qui sombre dans le terrorisme politique avant de donner lieu à un césarisme nouveau, plus tyrannique encore que le despotisme éclairé d'antan. Apocalyptic suggestions of the last days in television and Hollywood disaster films may be no more than the latest fad in entertainment. Then again, écrivait Brandlinger en 83 déjà, then again, such films may exercise an important, albeit subliminal, influence that will help to prevent the cultural, social, and ecological catastrophes they depict. I believe that the mythology of bread and circuses has influenced modern history and will continue to influence it profoundly. Whether or not it becomes the dismal reality of the future, the idea of decline and fall has acquired the force of a reality in the present. Perhaps our myths are always the things we take to be most real, and which therefore have the most real effects upon our lives. Myths of empire and decadence always point either toward the second coming of the barbarians or toward the second coming of religion. La fin relativement ambiguë d'Hunger Games semble s'éloigner de ces deux modèles tout en les combinant en un épilogue pastoral. Les barbares qui ont détruit la société décadente sont des refondateurs de la civilisation en une transformation qui a quelque chose de la conversion des premiers chrétiens.
Les arènes sont devenues des stèles funéraires commémoratives des meurtres qui y furent filmés, de la même façon que le christianisme édifia la basilique de Saint-Pierre sur les ruines du cirque de Caligula en commémoration de l'apôtre martyr. D'Amazone, Katniss est devenue une madone. Elle avait toujours eu la force d'une grande mère nourricière. Et peut-être ses enfants sont-ils promis à quelque mission messianique, à moins qu'il ne s'agisse désormais que de cultiver son jardin, véritable retour à la terre selon un schéma mythologique profondément enraciné dans la nation états-unienne, enfin délivré du spectre du pain et du cirque et du mythe même qui fonde l'œuvre. Voilà l'autre fin.